entraîne sa solitude comme une gangue visqueuse. Il s'est totalement dissous dans l'anonymat d'une grande ville. Son existence s'étiole sans espoir entre son travail, son logement, quelques loisirs et de rares voyages. Il traverse la vie sans amis, sans rencontres, sans véritable vie sociale. Il est résigné. Il aime lire, se perd dans des aventures exaltantes de ses héros préférés, des personnages invincibles entourés de jolies femmes. Il est surtout fou de chansons françaises. Il sillonne la région à la rencontre de talents qui se produisent dans de petites salles. Il se sent alors en symbiose avec ces artistes qui peinent à trouver un large public. Simon n'a ni enfant ni chien, c'est là son plus lourd handicap. Ceux qui arpentent la ville, un compagnon en quatre pattes au bout d'une laisse, existent aux yeux des passants. On s'arrête quelques minutes à leur hauteur, on s'extasie devant l'adorable minois du molosse, on évoque ses congénères qui sont passés dans l'existence de ces quidam, on se retrouve régulièrement si l'interlocuteur est lui aussi chargé d'une promenade vespasienne. Les enfants permettent aussi les mêmes rencontres, pourvu qu'ils soient bien élevés et dociles durant l'échange des adultes. Ils limitent cependant le panel des possibles. L'amour des bambins est bien moins répandu que celui de nos amis les bêtes. Simon, bon célibataire endurci, n'a plus l'espoir de se prolonger avec un héritier. Au fil des années, sa solitude lui pèse de plus en plus. Il finit par détester son destin muré dans un silence désespéré. Il travaille dans un vaste espace, ouvert à tous les regards et à toutes les oreilles. Il ne partage avec ses collègues que des propos creux, des phrases vides. Seuls les petits commerçants du quartier et ceux du marché répondent à ses demandes tout en agrémentant le propos d'une remarque sur le temps qu'il fait. Simon s'exaspérait au début de ce sujet qui revenait en boucle. Petit à petit, il s'amusa à étoffer ses réponses de dictons de son invention. À la Saint-Glinglin, on va essuyer un grain. À la Saint-Basile, ne te découvre pas d'un fil, tandis qu'à la Saint-Manu, tu pourras te mettre tout nu. À force de prophéties réussies, d'annonces prémonitoires sur l'éventualité du pleuvoir, il se tailla une jolie réputation. On l'invitait dans le troquet du coin pour s'enquérir de l'état du ciel. Simon n'était plus seul, la météo était sa carte de visite. Sa vie bascula tout à fait quand une voisine charmante l'interrogea à plusieurs reprises. Il fut séduit par sa voix malicieuse et ses yeux coquins. Aimée, elle aussi engoncée dans un emploi sans intérêt, vivait seule. Elle rendait visite à sa vieille mère, une fois par mois, c'était là son unique distraction. Elle prit ce prétexte pour s'enquérir auprès de Simon des conditions climatiques. Simon lui répondait avec plaisir, il finit par s'en vouloir de la rassurer. Il savait qu'elle allait partir le vendredi pour ne revenir que tard le dimanche soir. Il traverserait alors un long tunnel sans avoir le bonheur de l'apercevoir sur le marché dominical. C'est un vendredi du mois de mai qu'il se dévoila, mais s'enquit du temps qu'il ferait en fin de soirée. Sa route était longue, elle redoutait par-dessus tout la pluie. Ce jour-là, il faisait grand beau, un de ces jours de printemps qui vous donnent des ailes et la gourmandise de la vie. Simon, sans bien réfléchir, lui répondit très sérieusement il pourrait bien neiger. Aimée lui sourit. Elle n'était pas dupe. Il ne se moquait pas. S'il lui manquait, c'est qu'il avait quelque chose en tête. Elle lui répondit ce serait donc prudent pour ma part de ne pas prendre la route ce soir. Je vais différer ma visite d'une semaine. Je suis libre, que faites-vous? Simon fut surpris de son à-propos.
Il faillit ne pas saisir cette incroyable chance, mais il se reprit et répondit « Je vous invite au restaurant. » Cette première soirée ne fut pas digne des romances à l'eau de rose, il y avait de la maladresse chez ces deux-là, un manque de confiance et d'habitude aussi. Ils tardèrent à se découvrir, échangèrent tout juste 2 ou 3 regards brûlants. Ils allaient se séparer à la sortie du restaurant quand Simon se jeta à l'eau et invita Aimée chez lui. Nous ne les suivrons pas. Ils s'apprivoisèrent simplement, se donnèrent l'envie d'aller plus loin dans cette découverte de l'amour. Il faut du temps quand la vie vous a habitué à rester sur le bord du chemin. Le rituel s'installa. Quand Aimée souhaitait passer son week-end avec Simon, quelle que fût la saison, elle lui demandait le temps qu'il allait faire et Simon répondait immanquablement « Il pourrait bien neiger ». C'était le signal attendu, les bras qui s'ouvrent, les corps qui se découvrent et au fil du temps apprennent à se connaître et à éveiller le plaisir. Ce jour-là, Simon désirait aller à un concert de chant de marin. Elle trouvait ridicule ces vieux monsieur vêtus de larges chemises de coton. Elle ne goûtait pas ce genre de spectacle et il le savait. Il lui répondit « Aucun risque ce week-end, tu peux rouler sans crainte ». Un code avait été établi entre eux. Chacun conservait son indépendance. Ils avaient passé l'âge de se lancer dans une vie commune. Elle respecta sa réponse, se doutant qu'il avait autre chose à faire. Nous étions en mars, et soudain le ciel se fit gris et plombé. La neige tomba à gros flocons et Aimée fut immobilisée en pleine campagne. Elle fut hébergée dans un gymnase, dormit tant bien que mal. Le lendemain, la situation avait empiré. Elle y passa une seconde nuit en compagnie d'autres naufragés de la route. Elle en voulait à Simon qui ne l'avait pas prévenue. Elle se dit que jamais plus elle lui poserait cette question idiote. Se dire les choses simplement, c'était bien plus facile. Quand Aimée revint le mardi seulement, Simon était fou d'inquiétude. Il se jura lui aussi de cesser d'utiliser ce code stupide qui l'avait empêché de prévenir son ami du risque de neige. Pour se faire pardonner, il lui offrit un voyage. Tous les deux avaient leur congé en août. Il réserva 2 places pour un voyage sur l'île de la Réunion, un rêve qu'il n'avait jamais pu réaliser jusqu'alors. Aimée fut enchantée. Ils reprirent leurs habitudes, leur vie de célibataire qui se retrouve de temps à autre pour une parenthèse bienfaitrice. Ils s'envolèrent comme 2 vieux amis qui s'accordent un merveilleux cadeau. Ils s'étaient joints à un voyage organisé qui laisse peu de place à l'intimité qu'importe. Ils se contentaient de ce bonheur incomplet. C'est un soir, alors qu'ils étaient dans le petit village de Sillaos, au pied du Piton des Neiges, que Simon eut un curieux pressentiment. En août, dans ce lointain coin de France de l'hémisphère sud, c'est l'hiver, un hiver doux où les fruits ne cessent de pousser, les gens de se baigner si les requins veulent bien les laisser tranquilles. Ce soir-là, un mauvais vent s'était levé, le ciel était chargé de lourdes menaces. Simon, dans le restaurant, dit à la cantonade « Il pourrait bien neiger ». Dans le petit hôtel, beaucoup rirent de lui. Aimée sourit et lui répondit « Si tel est le cas, je t'épouse ». Le lendemain matin, le Piton des Neiges était couvert d'un manteau blanc. Tout le monde s'extasia de ce spectacle rarissime. Aimée se leva contre Simon. La neige, qui avait failli les éloigner l'un de l'autre, venait de sceller leur destin. Le patron de l'hôtel
impressionné par la prophétie de Simon, émerveillé par la beauté de l'instant, leur promit de leur offrir la fête de mariage dans son établissement. Ils saisirent cette suggestion pour changer d'existence. Rentrés en métropole, ils rompirent avec leur vie passée. Simon quitta son administration sans avenir, Aimée abandonna son métier sans intérêt. Sa vieille mère n'étant plus de ce monde, elle était libre. Trois mois plus tard, ils revenaient au pied du Piton des Neiges. Ils ouvrirent là une petite boutique, la Fée des Neiges, le royaume des collectionneurs de boules à neige, pour vivre le reste de leur vie sous le doux soleil de l'île. Il ne neigea plus sur le Piton. Leur amour fut naturellement soumis aux aléas météorologiques, mais jamais, au grand jamais, il ne traversa de tempête.